Mephiston Red! Mephiston Red! Warpstone Glow! Je suis jamais prête à ça. J'ai-tu hâte que ça soit une autre maudite couleur que Ticaven qui me fait juste penser à la Malpierre. Bon, et bienvenue à la soirée peinture sur ces belles paroles, encore une fois, où on se fait agresser avec des pots de peinture. C'est pour ça que Kevin est parti. Il était plus capable. Ouais, hein? Il était plus capable. C'était too much. Je peux pas le contrôler. Non. Épisode 140, un David nous éduque. On va parler, quand je lis le titre, de plein de mots, de trucs historiques. Pour ceux qui veulent ça, ben, c'est le temps. Hein? On va pas parler de Waterloo aujourd'hui, on parle de Carthage. Alors, Clash of Spears. Clash of Spears, ben j'ai eu le droit à... Ça, c'est pas Clash of Clans, le jeu sur iOS. Là. J'ai peur, mon cerveau est allé là aussi, mais non, c'est pas ça. Non, parfait. Donc, tu vas nous expliquer ça. Oui. On va en jaser. Donc, ben, bienvenue. Merci d'être là aujourd'hui. On remercie encore une fois l'Abyss qui nous permet de parler de autre chose que Waterloo. Donc, c'est grâce à eux qu'on est capable de s'éduquer. Ça a échoué avec Kevin. Il n'est plus là. Mais je suis sûr qu'au fond de lui, tous ces David nous éduquent. À tort ou à raison, qu'ils s'en rendent pas compte ou pas. Un moment donné, quand ils vont parler à son nouveau-né, il va y parler de Napoléon. Ça va être grâce à toi, David. Yes! Parce que je pense pas qu'il y a 3 ans, ça aurait été dans le domaine du possible. Donc, sur ce, ben vas-y, éduque-nous. Yeah! D'accord. Aujourd'hui, je vous parle de Clash of Spears parce que j'ai eu la chance d'avoir une petite démo organisée par Louis et avec Jean-Philippe et Michel. C'est des gens qui participent aux activités du club, mais sont aussi membres de la page, de nos collègues de la page Stratégiste Rive-Sud. Ils publient beaucoup là. Fait que si ça vous intéresse, allez voir. Oui, je pensais que tu allais me parler de Too Fat Lardies encore. Non! Stratégiste Rive-Sud, on vous salue. Ouais. Je me suis retenu. Ouais. Sûr de ce move-là. On veut pas aller là. On veut pas aller là. Je vais reprendre mon café dans mes mains. Continue, David. Donc, Clash of Spears, c'est un jeu qui a été publié par, pas Too Fat Lardies, par Fighting Hedgehog. Fighting Hedgehog. Hedgehog. Ben, Hedgehog, c'est les hérissons. C'est comme les hérissons qui se battent, genre? Ouais. Dis-moi qu'il y a quelque chose d'historique autour de ça. Pas à ma connaissance. OK. Fait qu'ils ont vraiment décidé de s'appeler les hérissons combattants. Ouais. Les hérissons fâchés. OK. Vas-y. Fait qu'ils ont publié ça en 2019. Je crois que ça a commencé avec un Kickstarter. Puis le but, c'était de créer des règles pour faire des raids puis des escarmouches dans le monde antique, dans les temps anciens. Là. Mais comme eux, dans le Ancient, quand ils parlent d'Ancient, ils ont l'air de prendre toute l'Antiquité, fait grec, romain, etc., puis d'inclure le Moyen-Âge. Le début du Moyen-Âge. De Alvaro Erize? Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, parce qu'il y a eu un Kickstarter, Clash of Spears. Ouais, c'est ça. Ça doit être... des éléphants... Ah, c'est normal. Mais bon. Fait qu'il y a des éléphants et des hérissons. Là, t'es-tu en train d'essayer de nous en passer une vite, là, qu'on est genre... On est dans l'historique, mais... Avec des animaux à la place des humains? Non. OK, c'est bon. Puis en fait ça, il disait, ça venait d'un désir de faire des parties plus petites. Donc, ce que j'en comprends, c'est qu'eux, ce qu'ils jouaient avant dans l'Antiquité, c'était des batailles de masse. Là, eux, ils voulaient faire des parties plus petites puis plus cinématiques. En mode escarmouche, là, puis 2019, à partir des années 2010, il y a quand même une grosse mode de faire de plus en plus de jeux d'escarmouche de plus petite taille avec moins de figurines, fait que ça fit dans l'air du temps. Okay. La philosophie de design, ils voulaient faire des combats effrayants et épuisants. Épuisants. Non, hein? Short extreme burst of violence, comme ils écrivent. Puis après ça, t'arrêtes pour prendre ton souffle. Fait que tu sais, ils regardaient un peu ce qui se faisait, puis tu sais, ils disaient, ah ben, comme quand les forces ils se rencontrent, ils se rentrent dedans, puis là, hop! Il y a vraiment le monde est fatigué, puis là, faut que tu gères ça. Ils voulaient simuler qu'il y avait différentes phases dans la bataille, dans le fond. C'est ça, ouais. Au lieu que souvent dans les jeux qu'on joue, les wargames, c'est comme
c'est plus une progression, tu sais. Ça commence fort, puis après ça, tu t'en vas vers la fin. C'est rare qu'il y a des montagnes russes là, dans. Exact. Effectivement. Pour ceux qui sont sur YouTube, là, je fais plein de gestes pour essayer d'expliquer ça. Là, mais, en tout cas, tu comprends. C'est ça, c'est plus linéaire d'habitude, puis là, ça va être plus. Il va y avoir des variations. Puis l'autre affaire dans leur philosophie design, selon eux, de succès dans la plupart des batailles, mais plus spécialement les escarmouches, c'est la capacité des commandants à maintenir le focus au bon endroit au bon moment, puis aussi garder leurs troupes efficaces et réactives, même si la fatigue grandit, puis la capacité à endurer les dégâts se réduit au fur et à mesure de la bataille. On garde ça, c'était comme le focus. C'était comme le focus que eux voulaient comme. C'était comme leur devoir. Le but de leur idée, là, de leur jeu. Ils voulaient représenter ces deux trucs-là en ayant des parties. Parce que c'est un fait que souvent, quand tu nous parles de jeux historiques autres que napoléoniens ou même saga, c'est souvent plus escarmouche, c'est pas des batailles de masse. Ouais. Fait qu'ils voulaient représenter ça aussi. Là. Ils voulaient avoir plus de figurines sur la table, dans le fond. Moins de figurines sur la table. Moins de figurines sur la table. Escarmouche, c'est moins? Bon. Ouais. C'est ça. Dans ma tête, c'est des escarmouches qu'on veut faire. Oui, avec ça, oui. Ah, ok, j'avais compris l'inverse. C'est parfait, tu vois. Je m'éduque. C'est bon. Je pensais que tu disais qu'ils voulaient avoir de représenter des parties plus grosses. Ils ont joué plus gros, puis là, ils disaient, nous, on veut plus petit. Ouais. Ah, ok. Fait que c'est plus comme l'avant-garde qui rencontre l'avant-garde, où les armées sont stationnées, puis là, ils vont piller pour chercher de la nourriture, ce genre de trucs-là. Okay. Les armées, c'est environ 5 à 12 unités. Puis les unités, c'est de 5 à 15 modèles. Puis après ça, tu vas avoir tes commandants. OK. À 12 unités, 5 modèles, t'es plus trop dans l'escarmouche. Ben, tu sais, quand j'ai fait la définition d'escarmouche, là, dans le fond, dans le monde militaire, une escarmouche, ça peut être 200 à 500 personnes par armée. Quand on utilise le terme militaire d'escarmouche. Quand on utilise un scale plus véridique, dans le sens que c'est comme tu as vraiment 200 personnes, mais c'est pas comme, mettons, Games Workshop, qu'une unité de 5, ça représente peut-être 100, genre. C'est ça. C'est ça que tu veux dire. Ouais. Puis Rick Priestley, lui, dans comme un article... Comme général d'armée, un peu, mettons. Mais ça, général d'armée, ça va être tu es une partie d'une bataille de masse que tu joues, généralement. Ouais, mais tu avais beaucoup d'unités, mais que dans le fond, c'est parce que ça représente un moment où ce que d'habitude, il peut y avoir plus d'unités, c'est ça que tu veux dire. C'est bon. Oui, exactement. Okay. Puis comme ce qu'on appelle plus souvent escarmouche dans le monde du wargame, où on parle d'une dizaine de figurines individuelles, là, Rick Priestley, en blague, dans un article, il disait, ben ça, c'est un bar fight. Tu te bats dans le parking du bar. L'échelle recommandée, 15 à 28 mm. Mais tu sais, comme tu as plus ou moins de figurines, le 28 mm, souvent, on avait la discussion sur le Discord du club de jeux de figurines CX. Les gens qui aiment peindre, généralement, ils vont choisir le 28 mm parce que c'est plus facile c'est plus intéressant à peindre. Puis comme tu as moins de figurines sur la table, c'est plus facile à faire. Mais ça, ils proposent ça parce que c'est un peu la même chose. Dans le fond, ils ont des gammes peut-être de figurines, mais c'est pas une gamme. Fait que dans le fond, tu choisis un peu les figurines. Exactement. Eux, ils font pas de figurines. Fait que tu vas avec ton manufacturier préféré. Les gens qui veulent jouer sur des grosses batailles, ils vont y aller avec peut-être plus avec du 15 mm. Des plus petits ou des plus gros hérissons. C'est ça. Bon. Non, parce que moi, j'ai hâte qu'on arrive au bout de ce que tu m'expliques, les différents types d'hérissons. Oui. Les stats, généralement, c'est pas nécessairement ça qui m'intéresse le plus dans un jeu, mais je vais juste le dire, il n'y en a pas beaucoup, là. C'est vraiment le basic de combat, qui est le corps à corps, range, qui est le tir, grit, qui est le moral, ta sauvegarde, tes armures, ton équipement, puis tes traits. Tu as des règles spéciales. Fait que les unités, c'est assez simple, mais ils ont des règles spéciales. Puis à côté de ça, tu as le commandant. Tes commandants, les deux stats qu'ils ont de plus, c'est les command points. Fait que leurs points de commandement qu'ils vont utiliser pendant le tour. Pardon. Puis le command range qui est qui est une similarité. Puis le command range qui est je peux donner un ordre jusqu'à tel fait que c'est pas les ordres n'ont pas nécessairement une range, c'est le type de commandant qui te donne un range différent. Fait que j'imagine un hérisson à pied ou sur un éléphant n'aura pas le même command range. Ouais, ben ils ont des niveaux. Plus ton commandant est expérimenté,
plus il y a de command range, j'ai bien compris. Puis plus il y a point C'est de correct, je veux commandement. juste mettre dans la tête des gens l'image du hérisson sur un éléphant. Pour mettre du piquant dans l'épisode. Ouh. Dans les concepts du jeu intéressants, il y a l'activation alternée, c'est rien de nouveau, mais il y a de plus en plus de jeux qui l'utilisent de façon intéressante. Ouais. Ben, ça donne un concept, on le voit souvent dans les jeux qu'on l'essaye, on aime ça souvent, c'est que si tu regardes pas juste l'autre jouer, c'est ça. Les deux concepts qu'on voit de plus en plus, c'est jouer pendant le tour de l'adversaire avec une réaction, puis les activations alternées pour avoir une réponse, mais aussi pas que, comme on l'a vécu souvent, là, que je te regarde jouer pendant une demi-heure, puis oui. Je me commande une poutine. Tous les jeux, ils veulent passer par-dessus ça puis amener quelque chose où tout le monde est actif le plus longtemps, le plus souvent possible dans la partie. Je pense que la majorité des jeux autres que Games Workshop, c'est ben, Warcry là, mais la plupart des jeux maintenant sont rendus activation alternée, je crois. Là, je pense que sans faire le tour, on peut facilement dire que 80% des jeux, c'est activation alternée. Ouais. On verra dans une couple d'années, mais à date, ça a l'air d'être la mode. Souvent, ça facilite le concept de réaction, parce que comme tu es dans une activation alternée, ta réaction arrive quasiment naturellement dans le jeu. Donc, pour activer une unité, tu as besoin d'un point de commandement. Fait que là, tes commandants, c'est pas des héros qui vont aller se battre en première ligne, généralement, ils vont rester derrière et ils vont donner des ordres. Fait qu'un point de commandement, j'active une unité. Là, intéressant, ton unité peut faire jusqu'à 3 actions. Fait que c'est pas je t'active, t'attaques, c'est fini. C'est je t'active. Toutes les unités. Toutes tes unités. Peu importe. Okay. Fait que je t'active. Fait que là, je peux bouger, charger, reculer. Ou charger, reculer. Ou charger, avancer parce que je t'ai battu. À partir, et là c'est là que c'est intéressant, à partir de ta deuxième action. Fait que mettons, j'active mon unité de Romain avec leur bouclier. Là, je dis j'avance. Là, je te dis, Philippe, je vais faire une deuxième action. Je te dis pas c'est quoi. Là, toi, tu peux réagir. Fait que toi, tu peux utiliser un point de commandement pour dire, ben là, je vois bien que tu t'en vas vers mon unité. Sur ta première action, je peux pas réagir. Tu peux pas réagir, non. Un peu comme ça montre je t'agis, fait que là, je peux pas tout de suite réagir, mais là, après ça, je suis prêt à réagir à la deuxième, tu sais, comme l'unité arrive, mais après ça, elle fait, là, tu sais, comme je n'étais pas au courant, tu sais, je suis pas omniscient. C'est ça. Puis après ça, quand elle agit devant moi, là, je suis capable de réagir. Ça. Là, toi, dans le fond, ta troisième action, ça devient comme une réaction. Exactement, ouais. Parce que dans le fond, tu peux ajuster ta troisième action si moi j'ai réagi ou pas, j'imagine. Oui. Et c'est exactement ça. Fait que première action, ça arrive trop vite, t'as pas le temps de réagir, tu vois ce qui se passe. Mais ça veut dire que, mettons que je suis bien loin de toi, je pourrais prévoir mon coup pour faire, je bouge, assez pour me rapprocher, puis là, je vais te charger. Fait que là toi, tu pourrais dire, je me pousse. Mais là, je te dis, tu sais, si tu as plusieurs unités, je te dis pas sur laquelle je vais charger. Je te dis juste, je vais faire une deuxième activation. Fait que là, c'est à toi de dire, qu'est-ce qui est le plus risqué, qu'est-ce que je suis mieux de faire, puis là, de faire ta réaction. Puis ça pourrait être d'utiliser l'autre unité à côté, puis de me tirer dessus avant que je te charge. Okay. Fait que la réaction aussi coûte un point de commandement, puis ça va faire une activation sur ton unité. Et tu peux pas la faire si tu as accumulé de la fatigue. Ça, je vais y revenir. C'est le concept de la fatigue, on l'a vu avec Saga, il ramène ça. Comme avec Saga. Ouais. Mais si on reste sur les activations, fait donc, est-ce que ça apportait vraiment quelque chose ou c'est juste on veut se démarquer des autres, fait qu'on a mis 3 activations? Là, tu as déjà parlé un peu de la réaction, là, je crois que ça rentre, mais maintenant, on pousse le raisonnement. T'as-tu vu, quand tu l'as essayé, ça avait-tu vraiment un feel différent? Parce que d'habitude, les jeux ont toutes 2 activations. Ben, ce que je trouvais intéressant, c'est que ça me forçait à penser à mes moves. Puis, les deux, on a la même affaire, fait que c'est pas... Une fois que j'ai compris comment ça marche mon armée, j'ai en même temps compris comment ça marche sur son armée. Okay. Fait que là, tu penses plus à tes tours, puis ça se peut qu'il y ait des tours qu'il y a une unité qui fait rien. Okay. Fait que là, tu essaies plus de gérer qu'est-ce que moi je vais faire, qu'est-ce que j'ai besoin d'accomplir tout de suite, ou j'attends de voir ce qu'il va faire, puis je réagis à ce qu'il va faire. Fait que ça donne une dynamique intéressante. L'affaire que je trouve le fun, c'est que vu que tu as activation alternée, plus les réactions, plus que là, le jeu te force à peut-être réagir sur certaines des activations, je trouve que là, tu peux le confirmer ou pas, mais il me semble que ça doit faire que le jeu doit vraiment être dynamique du point de vue décision des joueurs. Oui. C'est comme. T'es toujours en train d'échanger de crachoir pour décider ce que tu fais.
Oui. Parce que même dans l'activation alternée, tu es en train d'agir. T'sais. Fait que j'imagine que quand c'est bien assimilé, puis que ça va, puis que tu le joues bien, vite, au début, ça va être quand même, ça peut être plus long, là, si tu penses à toutes tes décisions, mais j'imagine que quand c'est assimilé, ça doit être assez bing bang comme ça doit, je sais pas, je trouve que ça a l'air le fun. C'est Oui. différent. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça qui est intéressant, mais comme tu l'as dit, il faut l'assimiler, puis là, ça va dépendre des gens. Il y en a qui font l'assimiler plus vite que d'autres. Mais une fois que tu as compris le mouvement, effectivement, là, ça donne cette dynamique-là plus rapide. Ben, plus rapide, en tout cas. Puis là, tu parlais de la fatigue, c'est ça, j'imagine, c'est un peu comme Saga, puis ça limite à un moment donné, justement, toutes les réactions puis les trucs que tu peux faire. Exactement. Puis c'est fait avec un petit tableau. Fait que le jeu a une 8,5 par 11 ou une A4 là, si c'est en Europe. Là, recto verso avec les tableaux que tu as besoin de voir. Là. Souvent les tableaux, ça fait peur, là, mais avec la petite feuille à côté, ça se fait super bien. Les tableaux sont assez simples. Puis dans le fond, quand tu te... le tableau de fatigue, c'est selon ton armure. Fait que plus ton armure est lourde, plus tu fatigues vite. Puis selon le nombre d'actions que tu vas faire dans ton tour. Fait que si t'as pas d'armure, t'as pas beaucoup d'armure, puis t'es sur un terrain dégagé, ben tu fais pas de fatigue en t'activant. Puis je pense que ça prend... Faut que tu fasses 3. Si t'as pas d'armure sur un terrain dégagé, tu penses à ta troisième activation, là, tu vas gagner une fatigue. Fait une unité plus de tir, d'escarmouche, pas d'armure, ben elle va pouvoir agir beaucoup, mais en même temps, elle va être fragile. Ton unité lourde, fait que tes Romains avec leur grosse armure puis leur gros bouclier, eux, à la première activation sur un terrain normal, ils vont se faire 0 fatigue, mais à la deuxième activation, là, tu engranges une fatigue. Troisième activation, une autre fatigue. Fait que encore là, le fait d'avoir plus d'activation t'amène à faire encore plus de choix. C'est ça. Puis ben, c'est ça. Puis ta grosse unité super forte, super endurante, ben, tu peux essayer de la garrocher comme une torpille, mais elle va avoir engrangé de la fatigue. Fait que tu vas payer à quelque part. Puis, sur les terrains autour, mettons les forêts puis tout ça, ben, tu vas peut-être pas envoyer ton unité en armure lourde parce que là, elle va être pognée là-dedans puis elle va engranger de la fatigue. Mais par contre, ton unité en toge avec des slingshots, ben elle va se faufiler entre les arbres puis ça va peut-être mieux aller. Et finalement, plus ton moral baisse, plus tu fatigues. Fait que quand tu vas rater des jets de morale, tu vas engranger de la fatigue aussi. Pour contrebalancer ça, quand tu actives ton unité, tu peux faire un repos ou un rally. Concept qu'on a vu avec Age of Sigmar aussi. Ça ne te coûte pas de points de commandement si tu fais juste un repos, puis tu vas enlever une fatigue. C'est pas énorme, une fatigue. Mais tu l'enlèves, ton unité, elle a agi une fois, c'est fini. Si tu peux convertir ça en ralliement, c'est-à-dire que tu fais un repos, puis ton commandant en arrière utilise des points de commandement, ben c'est lui qui fait un speech. Puis là, tes troupes, ils reprennent confiance en eux, puis là, tu peux mettre, ben, par point de commandement que tu mets jusqu'à 2, tu fais un jet, puis si tu réussis, c'est une fatigue de plus que tu enlèves. Okay. Puis dans le fond, les niveaux de fatigue, c'est un petit tableau, là. À partir de 2 de fatigue, tu as moins 1 sur tes tests de combat. Puis à partir de 3, moins 1 de morale. Fait que tu sais, ça petit à petit. Run for your life, c'est le last step. C'est comme ça me tente plus. C'est ça. Et puis ça, je trouve ça intéressant. Dans les vieux jeux de Game Workshop, tu avais ça aussi, là, que tu pouvais périr par le moral aussi. Là. Dans le fond, quand tu arrives à 7 Run for your life, tu vas, à chaque fois que tu atteins 7, tu manges 2 blessures. Là, c'est vraiment un gars qui s'est poussé. Puis si tu arrives, mettons, tu as 2 figurines, puis tout à coup, tu arrives à 4 de fatigue, ben là, l'unité elle perd complètement confiance, puis elle s'en va. Fait qu'elle se détruit à cause de la fatigue puis du moral. Fait que tout le concept de fatigue, ça fait que tu peux agir beaucoup, mais ça te cause de la fatigue. Ça te cause de la fatigue. Fait que t'as ça à gérer aussi. Puis encore une fois, la fatigue, tu l'as, l'autre armée l'a. Fait que une fois que tu l'as compris pour toi, tu l'as compris pour l'autre. Fait que tu vois comment ces unités sont fatiguées aussi. Fait que tu peux voir qu'est-ce qu'il peut préparer puis essayer d'établir ta stratégie en fonction de ça. Pour les... il y a le concept des unités en... Tu sais, comme les Romains, boucliers... Les pavois, pavises. Moi, c'est ça. Puis mes poignets entre eux, fait que ça fait une grosse défense. Là. Puis quand j'ai joué... la tortue. Si tu fais une attaque contre ça, c'est vraiment tough parce qu'ils sont vraiment résistants. Mais ils bougeront pas beaucoup. Puis comme on le voit, ils vont accumuler la fatigue.
Puis tu as les unités en ordre dispersé qui vont être plus les tireurs puis tout ça. Tu vas avoir des bonus si tu es en rang serré pour le corps à corps. Ça va être tes grosses unités de corps à corps. Puis, continuons le parallèle. Tes actions, c'est un peu comme des habiletés qu'on voyait dans Age of Sigmar. Fait que tu as la classique attaque qui te donne une fatigue, puis là tu fais tes jets d'attaque. Ou tu as le all-out attaque qui va être qui te coûte 2 de fatigue. Mais là, tes qui l'a aussi dans Age of Sigmar. Mais comme quand tu fais ton jet d'attaque, si tu pognes un 6, ça fait 2 touches. Fait que c'est assez simple comme mécanique. Puis c'est un choix que tu vas faire comme j'ai beaucoup d'attaques, ils sont pas trop fatigués, c'est le temps de puncher fort, je fais ça. C'est ça, tu choisis dans le fond. Là, ouais. C'est comme une genre de customisation on the fly. Là. Exact. Contrairement à d'autres jeux qu'on connaît, l'adversaire va pas. Quand tu fais un corps à corps, l'adversaire il se bat pas automatiquement en même temps que toi. L'adversaire a 3 choix, qui est j'ai plus d'activation, parce que j'ai fait toutes mes activations du tour, mes 3 activations. Fait que là, il fait juste hold. Fait que là, il fait juste ses sauvegardes d'armure. Il y a le deuxième choix que j'ai oublié les noms. Mais c'est il se défend, dans le fond. Fait que là, tu fais un jet de. Tu fais un jet de corps à corps toi aussi, mais ton jet de corps à corps, il annule des touches de l'autre. Puis après ça, tu as ta sauvegarde. Puis la dernière option, c'est t'as pas agi ce tour-là, puis tu veux. Ou t'as encore des actions disponibles sur là, puis t'es prêt à prendre de la fatigue pour, ben toi aussi tu te bats. Fait que ça simple, mais c'est comme. Donc la mécanique de base du jeu, c'est vraiment la fatigue pour faire des actions. Le reste. Oui. Souvent, c'est comme. C'est pas dans les sagas, c'est une ressource, mais c'est pas la principale. Là, c'est vraiment comment tu réagis à l'autre, il faut que tu le gères en fonction de la fatigue que tu pourrais accumuler. C'est ça. Puis c'est vraiment, je ramène l'esprit, la philosophie qui disait, là, des short extreme bursts of violence. Là. C'est tu rentres, tu tabasses, puis tu te fatigues. Et après ça, il faut que tu gères ça, que tu aies le temps de te reprendre ton souffle pour pouvoir retourner te battre. Fait qu'il faut que tu gères. Si tu gères mal ta fatigue, puis toi, tu t'es fatigué à fond, puis l'autre, il n'est pas fatigué, ben lui, il va profiter que tu es fatigué pour te rentrer dedans après. Ouais, c'est ça. Le tir, c'est assez classique. Un fatigue. Ce que j'ai trouvé super intéressant et qui fit avec le feeling de la période, c'est que tu as le tir à l'arc, mais tu as le lancer pour le javelot. Puis il y a beaucoup de troupes qui avaient des javelots à l'époque. Puis dans le fond, quand tu lances avec un javelot, comment ça marchait, c'est que tu prends un élan, comme dans la discipline électrique. Tu as plus de fatigue, dans le fond? Non, c'est que tu as une fatigue normale, mais tu es obligé de faire un mouvement de 2 pouces vers ta cible. Fait que t'avances, tu es obligé de faire une action de mouvement. C'est ça. Puis ça, je pense que je l'ai pas bien joué quand j'ai joué avec Louis, là, mais je trouve ça drôle, tu sais, c'est intéressant. Puis ce mouvement de 2-là peut te donner ta portée aussi, fait que ça peut être intéressant pour ça. Fait que ça, c'est les habiletés. La fin de la game on a plus pratiqué les règles, on a plus un peu observé ça, fait qu'on n'a pas eu le temps de faire. Maintenant, on s'est dit, OK, on finit la game là au 5e tour, je pense. Mais la fin, ça. Combien de temps à peu près vous jouiez? On a joué un bon 3 heures, je pense. Okay. Pour 5 tours. Avec combien d'unités? On avait, je pense, 6 unités chaque. À peu près. Pas d'hérissons. Pas d'hérissons. Mais il y avait de la cavalerie légère, il y avait des numides de la cavalerie légère, puis à un moment donné, lui, ça. Ouais, les numides. Les numénoriens? Oh, ça, je connais ça ressemble, hein? Ça ressemble, mais... Leur tactique, eux, c'est ils avancent, ils tirent au javelot, puis ils reculent. Là, la première fois qu'il me fait ça, je dis, Louis, moi, j'ai juste des gars avec des gros boucliers, puis des gars qui lancent des javelots plus loin. Comment je gère ta cavalerie? Puis il était comme, ouais, j'avais pas pensé à ça quand j'ai fait les listes pour la démo. Mais finalement, à un moment donné, je pense qu'il avait trop confiance. Il s'est avancé, il m'a tiré, puis il a oublié de reculer. Fait que moi, mes Romains se sont retournés, puis ils ont rentré dedans, puis dans un coup, j'ai massacré sa cavalerie légère. c'est bien comment tu justifies qu'il a juste oublié, puis il portait plus attention à... C'est un choix tactique. Il avait plus confiance. Allô, Louis. David veut rejouer avec toi. Il est très gentil. Ouais.
Mais Louis, il est connu pour être un bon joueur dans la plupart des jeux qu'il joue. Là. Ou il t'a laissé une chance. Tu sais, Ça se peut qu'il m'ait laissé une chance. Il s'est Merci, dit, Louis. David se fait rouler dessus. On va Il va bitcher le jeu dans le prochain épisode. Mais c'est ça, la fin. Dans quel. Ouais, ok, ben vas-y, mais sinon, je dire, c'est dans quel univers vous jouez? C'est parce que tu as l'air de dire que différentes périodes de l'Antiquité. Ben, c'est la période qu'on jouait, c'était les guerres puniques. Fait que dans le fond, c'est les Carthage contre Rome, là, le classique. Là. Les quoi? Les guerres des prunes? Puniques. Puniques. Ils ont fait un Total War là-dessus. Puis apparemment, Benoît il a trippé sur le Total War parce qu'ils ont fait des vidéos pour expliquer les guerres puniques puis comment ils ont créé le jeu. Total War. C'est les Romains avec des casques avec 3 plumes noires en haut. Ouh, ouais, ça a l'air cool. Il y a effectivement un Total War de ça. Hey, des maps et tout qui m'expliquent des affaires. Puis ce qui est cool, c'est à Carthage puis les Romains, ça. Ouais, c'est ça. Fait que Carthage, ils ont des éléphants. Ça, c'est un jour, j'aimerais ça en peindre un parce que c'est très cool. Victrix, ils en font un en plus. Là. Fait que t'imagines mettre ça sur la table, tu joues avec des éléphants. Fait que la fin de la game, si j'ai bien compris, là, je pense qu'il y avait des objectifs, nous on en avait 2, mais ça fait le break test. C'est qu'à un moment donné, tu pousses l'armée de l'autre, il arrive un moment où ils sont comme tout est perdu, on gagnera pas. Puis là, ils ratent leur break test. Je pense qu'il y avait un concept similaire dans Necromunda. C'est-tu le bottle test, je pense? Ouais, c'est le bottle test. C'est ça. Parce qu'à un moment donné, tu break parce que t'es juste trop plus capable mentalement. Genre. Fait que c'est ça. Le concept, c'est vraiment ça va finir comme ça, puis ton armée va breaker. Fait que tu me demandais, ça se passe quand? Là, c'est la montée de Rome. Fait que c'est bien avant la fin de la République. Puis l'Empire. Fait que dans les listes qu'ils te donnent à la fin. Fait que dans le livre, tu as les règles, puis tu as les listes de jeux. Tu as Carthage, les tribus gauloises, la Ligurie, ça c'est en Italie. Les colonies grecques, ça c'est des Grecs qui avaient fait des cités, entre autres dans le sud de l'Italie puis sur la Sicile. Les tribus ibériques, ça c'est l'Espagne. Les tribus italiennes, la République romaine. Les Numides, ça c'est au sud de l'Égypte. Puis ça représente aussi les Berbères, fait que tout le nord de l'Afrique qui n'est pas Carthage. Puis l'expédition de Pyrrhus, fait que ça c'est une armée spécifique il me semble que c'est des Grecs qui sont venus, si je me souviens bien, mais ça fait longtemps. Ça suit, dans le fond, les différentes phases de l'Empire romain. Le début. Avant l'Empire. Fait que c'est vraiment juste la République romaine. Ok, c'est pas... c'est la République, c'est pas encore devenu genre la grosse machine. Exact. De tout compris. Fait que t'auras pas César, là. On n'est pas encore rendu là. T'as tout ça dans le livre, puis c'est le fun parce que t'as... là, d'habitude, ils mettent le contexte historique au début des livres. Là, ce livre-là, c'est plus t'as les règles. Je t'explique c'est quoi le jeu, je t'explique comment ça marche. Puis après ça, la dernière section, c'est quoi l'histoire de l'époque. Chaque faction, un peu, ils ont au moins une page d'histoire pour expliquer c'est qui. Fait que ça c'est bien fait. Puis t'as tout dans un livre. Fait que ça, côté business, côté consommateur, moi je trouve ça cool parce que dans un livre, j'ai tout ce qu'il faut pour jouer. Côté business, je sais pas si pour eux, ça vaut la peine de faire ça, surtout qu'ils sont une compagnie de règles, pas une compagnie de figurines. Mais après, ils ont sorti d'autres livres. Fait que t'as Rise of Eagles, qui est là, ça va être la fin de la République romaine, puis le début de l'Empire, puis là, t'as César dedans. Ça va être cette période-là. Fait que c'est peut-être en allant chercher d'autres périodes dans d'autres livres qui vont plus faire le côté business. T'as Fields of Blood, là, c'est plus un aide de jeu qui te permet de faire des scénarios solo, qui te donne des scénarios solo, qui te donne des règles pour faire des assauts de fortification. Fait que ça te donne un concept de plus intéressant. Ouais, c'est ça. Du combat urbain aussi. Fait que quand j'ai... du bar fight? Ouais, du bar fight. Mais quand moi puis Max, on a fait le... Gangs of Rome. Gangs of Rome, ben, moi j'ai du décor de l'intérieur de Rome, fait que je pourrais prendre ça, faire des batailles dans la ville, dans des villes romaines. Mais là, la size change-tu? Je sais pas. Ça, c'est juste pour simuler que t'es dans une grosse ville puis tu te bats dans une ville. Je pense que c'est plus ça. Ce serait plus ça. Ouais. OK. Puis du multijoueur, fait que j'imagine quand t'es plus que 2.
4 ou 6 autour d'une table, ils vont te donner des règles pour gérer ça. Ok. Puis finalement, Clash of Katana, qui est... Oh, Catan! Ah, j'avais marqué Catan. Non, j'ai oublié le Katana. A. Oh, Katana. Clash of Catan, je connaissais ça. Foin, mouton, brique, veux-tu du bois? C'est bon, c'est faire. Ouais, non, là, Je m'en allais te demander, j'étais prête, j'allais dire, écrire Catan. C'est les samouraïs, je comprends pas ça. Non, Clash of Katana. Ouais, là, c'est les samouraïs. Fait que ça, ils se sont dit, on va aller ailleurs. Ouais, à l'époque, Sengoku. Pour ceux qui lisent là-dessus en anglais, c'est Dragon Ball. Warring. Il y a peut-être des balles à aller chercher, ça, je sais pas. Tu ramasses les balles de lumière. Ouais. Puis dans leurs projets qui s'en viennent, ils ont Clash of Fantasy. Ah, là, ils sont plus dans l'Antiquité. Là, ils sont plus dans l'Antiquité. Fait que je pense que leur but, ça là, va ils être... font comme Saga. C'est-à-dire que là, j'imagine quelqu'un qui se dit à un moment donné, je peux appliquer mon skin de jeu à d'autres figurines. Puis Ben, c'est ça. Puis comme tu es une compagnie de règles, puis tu sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont des figurines fantastiques parce que c'est dans les trucs les plus populaires, ben tu te dis... Mais là, avec tout ce que tu viens de dire là, puis autre que, tu sais, mais mettons, ils pourraient faire du Viking, là. Mais ouais. ça me semble que ça a l'air de jouer pas mal dans les plates-bandes de Saga. Là. C'est quoi la grosse différence entre ces types de jeux-là? Parce que ça ressemble pas mal, je trouve, le concept du jeu. Après ça, tu les as essayé plus les deux. C'est quoi la grosse différence? Je pense, j'ai pas beaucoup essayé Clash of Spears, mais le Saga, ça va ressembler plus. Ça va ressembler plus à, si je peux faire un parallèle, à Warcry, parce qu'ils ont un système d'habilité comme Warcry. Je pense que les factions vont avoir plus de saveur sur leur habilité dans Saga. Fait que système avoir un style de jeu bien défini, comme tu vas avoir dans les armées, dans la plupart des jeux de Game Workshop, en fait. Chaque armée a son style de jeu vraiment avec sa saveur particulière. Tu vas aller plus vers Saga. Clash of Spears, il y a une profondeur dans le jeu en général. J'ai l'impression que... Pas dans les unités individuelles. Pas dans les unités individuelles, pas dans les factions. Chaque faction a des unités différentes, là. Par exemple, je pense que les Romains n'ont pas de cavalerie légère, par exemple. Mais c'est un peu plus, comme tes jeux plus historiques, napoléoniens, etc., que c'est plus pour donner un petit feel, pour pas que ça soit juste des mirror match, mais c'est quand même un peu toute la même soupe, tandis que Saga est plus comme d'autres jeux, que c'est comme là, tu joues des trucs qui jouent différemment. Genre. Exactement. Puis une autre différence, puis ça, même Jean-Philippe m'en parlait au début de la partie, mais quand on parle de Saga, ce que David de Corgan, on le salue, dit souvent, c'est Saga, c'est un jeu que tu peux jouer, mettre de côté, dans 6 mois, tu reviens, il est assez simple pour que tu le reprennes comme ça. Le jeu est vraiment très simple. Puis, encore une fois, le parallèle avec Warcry, il se fait bien là-dessus. T'sais. Tes habiletés sont sur une feuille, les règles sont de base sont simples, tu rejoues. Clash of Spears, parce que cette profondeur-là dans les règles, la gestion de la fatigue, ce que Jean-Philippe me disait, puis Louis me disait, c'est si tu le mets de côté pendant 6 mois, ça se peut que tu aies un petit moment pour reprendre les règles et recommencer à comprendre comment jouer. De remettre dedans. Ouais, fait qu'il est plus granulaire au niveau de la règle et de la gestion sur la table. OK. Cool. Ben, ça, je pense que ça fait un bon survol, mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a des jeux dans les mêmes époques, mais qu'ils approchent ça là, de manière différente. Là. Moi, ce que j'aimerais faire, puis ça peut être avec Clash of Spears, mais ça pourrait être avec des jeux de Deuxième Guerre mondiale un jour, c'est essayer le même scénario. Ça peut être un scénario historique ou basé sur un historique, dans 3 jeux différents. Ouais, c'est ça, je l'ai dit, tu veux dire le jouer, mettons, version Saga, version Clash of Spears. Genre. Ouais, c'est ça. Puis après ça, tu te dis, OK, c'est quoi le feeling? Tu sais, j'ai joué la même armée, les mêmes figurines peintes, le même décor. Mais c'est quoi le feeling que j'ai eu de différent dans chaque type de jeu? Mm-hmm. Puis ça pourrait être le fun dans une journée que vous faites vos démos, vraiment pour... Je pense que ça permettrait de montrer des fois la différence entre les jeux. Parce que si tu joues les mêmes factions, le même scénario, mais tu le joues avec 2 systèmes de jeu différents, les gens le jouent dans la même journée, les 2, ben ça peut donner... Ça peut être le... Ben, moi, je vois que ça peut être le fun pour plusieurs personnes, tu sais, de vraiment comparer. C'était quoi le... Tu sais, dans le fond, les 2, autres que les règles, vont te donner un feeling puis une immersion différente, dans le fond. Puis là, de les mettre vraiment juxtaposés, ben, les différences vont rentrer vraiment...
pas en conflit, là, c'est le mot que j'ai dans ma tête, mais tu sais, ils vont ressortir plus les différences. Fait que là, tu peux vraiment voir, ah, ok, ça, j'ai aimé ça j'ai aimé moins ça. Fait que peut-être ce jeu-là est plus pour moi, ou juste, ah, c'est cool, j'ai fait la même chose, mais de deux visions différentes. Oui. Oui, parce que tous les jeux, puis même les jeux fantastiques ou science-fiction, à la base, ils veulent tous simuler un combat, puis ils ont toute une idée de comment un combat ça se passe. Comme tu dis au début, la philosophie des gens était ça. Ouais. Ça, les jeux ont toute une. On l'oublie, mais il y a quand même une philosophie immersive. C'est-à-dire qu'ils ont un objectif différent. Eux, ils se sont dit, moi, ce qui est important, c'est beaucoup d'unité puis le combat de masse. Moi, ce qui est important, c'est bar fight. Moi, ce qui est important, c'est l'individualité. Ça. Là, après ça, est-ce que ça transparaît dans les règles? Ben là, c'est ça. Faut que tu l'essayes pour le voir. Il y en a pour tous les goûts rendus. C'est tout pour moi. C'était pas mal ça, le tour de Clash of Spears. Ça a quand même bien été. Ça n'a pas été un trop gros clash. Non! Ben donc, rendu là, tout ce qu'il nous reste à dire, c'est encore une fois, merci d'être là. Mais n'oubliez pas d'aller sur les différentes plateformes, que ça soit en allant crier notre nom à l'abysse, en nous demandant où est Kevin, pourquoi Kevin n'est plus là, que ça soit un thumbs up, un 5 étoiles, un review Google. Allez sur Spotify, Balado Québec, YouTube, envoyez-nous un courriel, pas de bêtises, on va le lire pareil, on lit tout. Mais parlez de nous, likez, inscrivez-vous, en bien, en mal. On vous laisse décider, mais c'est toujours apprécié. Avant de finir, par contre, encore une fois, on enregistre les épisodes tout dans le désordre, on s'excuse, hein, je me fais chipper dans un autre pays parce que faut que je m'en vais me ressourcer, il faut que je me remette du départ de Kevin. Ouais, on est comme tous décalés dans les épisodes. On peut pas vous dire encore qui a gagné, on vous promet, on va tellement avoir accumulé de gagnants que ça va être un gros party. Ça n'aura aucun sens. Mais là, aujourd'hui, vous devez encore jouer à quelle est la couleur. Alors, allez relire, écouter. Je sais pas pourquoi je l'ai dit lire. Là. Mettez-vous des sous-titres, faites ce que vous voulez, mais allez voir l'épisode d'avant, 139, c'est mon chandail, vous avez encore une chance. Si vous le voyez là, vous n'êtes pas sûr. Trichez. Allez écouter l'autre épisode si vous ne l'avez pas fait. Puis là, vous mettrez votre commentaire. Vous aurez eu 2 chances pour le comprendre. 2 heures de temps à regarder mon chandail. Fait que c'était ce bleu. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Moi, je crois qu'on devrait plus y aller avec la pochette ici. Ah, la pochette, bonne idée. Ça, c'est le Edge Highlight. Donc, quelle couleur. Encore une fois, tant que personne d'autre nous le prouve d'une autre manière, on va continuer à rire un peu d'Éric. Allô, Éric, si vous n'êtes pas sûr, garochez des idées de couleurs, des gammes de peinture, puis donnez-nous des pourcentages de mix. Écoutez, ça va peut-être être vous l'élu, parce qu'il n'y aura personne d'autre, mais si vous ne voulez pas que des gens qui garochent plein d'idées de même l'emportent, allez commenter. Sinon, ben, Éric, moi, je m'attends à ce que tu nous arrives avec des gammes de peinture et des mix qui nous permettent de refaire ça. En plus, on est en mars. Oui. Bon, ça ne sortira plus en mars, mais March for McGrag, on vous donne un indice. Si vous êtes colorblind, ça devrait vous aider. Warp Stone Glow. Non, c'est pas Warp Stone Glow. Fait que sur ça, ben, il nous reste juste une chose à dire. On est juste 2, fait que c'est toi qui commence, David. Total War! Total War, non. Hérisson. Ah. Je les attends encore. Pas de soirée peinture.